Vous allez le voir autour de la table ronde sur ce sujet connexion. On parle évidemment beaucoup des outils digitaux parce que c'est eux qui vont nous permettre de mettre en relation les professionnels de santé pour échanger de la donnée. Et puis on parle aussi de la donnée elle-même, de la donnée qu'il est important de partager entre vous pour optimiser la prise en charge par le médicament. Voilà, je te laisse la parole. Sophie, merci d'animer cette table ronde et tu vas nous présenter tes invités. Merci Eric, merci à tous, bonjour. Donc, cette table ronde va traiter de l'aspect connexion de nos préconisations 2018 parce que le bon usage de médicaments doit passer par une meilleure connexion entre les acteurs. Donc, que ce soit connexion entre les professionnels de santé, mais également aussi connexion entre les professionnels de santé et les patients. Et les patients entre eux le sont déjà. Le bon usage du médicament, c'est bien l'adhésion, l'observance et bien la coordination entre les acteurs. Alors pour en parler, on a 4 acteurs majeurs de cette thématique. Alors tout d'abord, nous accueillons Yvon Merlière. Merci Yvon d'être présent à cette table ronde, c'est un honneur. Vous êtes diplômé de l'ENSAE, statisticien, économiste plutôt. Vous êtes directeur du projet DMP à la CNAM depuis 2014. Alors dans la préparation de notre table ronde, il y avait 2 mots qui ressortaient des échanges que nous avons pu avoir avec vous, c'était continuité et coordination des soins. Donc aujourd'hui, on a vraiment envie que vous nous parliez du DMP, qui est ce formidable outil de partage. On sait que dans la connexion, on a des outils de partage et des outils d'échange. Le DMP est un outil de partage d'informations pertinentes autour de la santé du patient. Alors on va être très pratico-pratique sur cette table ronde. Yvon, aujourd'hui, combien de DMP en France ? Il y a pratiquement 4 700 000 DMP ouverts aujourd'hui. D'accord. Alors, 4 millions depuis septembre, c'est ça? On a démarré à l'automne? En fait, on avait démarré avec des départements pré-série en 2017, 9 départements pré-série. Et en fait, on a lancé France Entière le 6 novembre dernier. Et donc, en gros, on a fait en 3 ans, en 2 ans et demi, 3 millions de DMP. D'accord. Et donc, vous parlez du DMP et vous citez cet outil de coordination et de continuité des soins. Qu'est-ce qu'on va y partager dans ce DMP ? Bien, première chose, l'assurance maladie met ce qu'on appelle l'historique de remboursement. Donc, à chaque DMP créé, dans les 24 heures ou 48 heures, selon que le DMP est créé un samedi ou un dimanche ou un jour de semaine, vous aurez 24 mois d'historique de remboursement et en particulier avec le détail des médicaments remboursés, avec le nom du médicament, la dénomination commune internationale également, et ensuite tous les actes qui ont été réalisés pour ce patient. Les actes médicaux. Tous les actes médicaux. Oui, tout à fait, y compris les séjours hospitaliers qui ont été faits. Et donc, dans les actes médicaux, les actes de radiologie, les actes de biologie en particulier. Ensuite, nous travaillons déjà depuis 2 ans avec les établissements de santé pour que les établissements de santé mettent la lettre de liaison au compte-rendu d'hospitalisation. Je rappelle, ce jour, 19 CHU maintenant alimentent régulièrement le DMP. En 2016, il n'était que 6. On est passé à 19. Ensuite, nous travaillons à l'heure actuelle avec les syndicats de biologistes pour les aider à mettre en place une version interopérable DMP de façon à ce que les résultats de labo de ville aillent dans le DMP de façon automatique. On a ce même travail avec les radiologues libéraux. Et puis, nous avons lancé un plan d'action auprès des EHPAD pour les financer afin qu'ils installent une version interopérable d'DMP également, de façon à ce que les EHPAD créent les DMP des patients hébergés, puisque les patients hébergés n'ont pas d'Internet, ne peuvent pas aller en pharmacie pour créer un DMP, ni même en caisse de maladie pour créer un DMP, et que le médecin traitant mette
le DLU, dossier de liaison d'urgence, dans le DMP pour permettre une prise en charge du patient en EHPAD de bonne qualité en urgence. D'accord, ça c'est formidable parce que dans la prise en charge justement des patients fragiles, patients âgés qui sont la cible prioritaire, on va dire, notamment dans le bon usage, on voit que c'est une avancée qui était attendue d'ailleurs par l'ensemble des acteurs, Tout à fait. du lien à la fois Et par ville-hôpital. contre, je voudrais comme rajouter, ce qui est en plus, donc ce que nous attendons effectivement des médecins en général, c'est qu'ils mettent des comptes rendus de consultation, notamment côté spécialiste, mais aussi le volet de synthèse médicale côté médecin traitant. D'accord. Et alors le lien avec le DP, parce que certains évoquent le dossier pharmaceutique, le Oui. dossier médical partagé. Vous pouvez éclairer un petit peu l'assistance sur le C'est sujet? très clair. D'abord, c'est écrit dans la loi. Il doit y avoir un lien entre le DP et le DMP. Donc, les premiers travaux qu'on a fait avec le CNOP vont permettre, dans le DMP, d'avoir un bouton DP avec un lien contextuel qui accède aux données du DP. Simplement, pour mettre en œuvre ce lien, il faut que on attend l'arrêté INS pour que nous puissions avoir le même identifiant DP-DMP, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais donc nous allons reprendre les travaux dès que l'arrêté, donc dès que la CNIL aura donné son avis sur les INS et que le ministère publie l'arrêté qui sort le référentiel qui est fabriqué par la ZIP. Donc il est fait, mais on attend le feu vert. Et en fait, le but, effectivement, c'est quand un médecin ou un patient ira sur son DMP et qu'il a un DP, il aura un bouton DP qui lui indiquera d'aller chercher cette information. Alors, très ergonomique. Alors, il y a des freins. Il y a des freins à l'ouverture des DMP, il y a des freins à l'acceptation. Le niveau de sécurité du DMP, c'est quelque chose qui est très important pour les patients et beaucoup de confrères évoquent, ou même d'autres professionnels de santé, cette question lors des échanges. L'aspect sécurité est fondamental. En fait, de par la loi, le DMP doit respecter ce qu'on appelle la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Donc, le DMP est chez un hébergeur qui a été choisi suite à appel d'offres public. Il doit respecter un cadre précis d'hébergeur de données de santé. Donc, c'est ce cadre-là, c'est un cahier des charges que l'hébergeur doit respecter. Et pour qu'il ait ce statut d'hébergeur de données de santé, il faut un agrément de la ministre de la Santé pour montrer que ce cahier des charges est bien respecté. Donc, ça veut dire que toutes les sécurités techniques, ils sont là. Alors, en particulier, les données sont évidemment chiffrées avec une clé de chiffrement qui est par DMP. Ce n'est pas une clé unique de la base, c'est une clé par DMP. Et évidemment, les échanges sont chiffrés et nous devons faire évoluer le niveau de sécurité quand la technologie évolue. Là, nous venons de mettre en place une version il y a quelques jours à la demande de la CNIL pour augmenter le niveau de sécurité des échanges. Et l'année dernière, le groupement qui héberge le DMP a changé la version de la base Oracle justement pour upgrader et être au top niveau du point de vue sécurité. Donc d'un point de vue technique sécurité, le DMP doit respecter le plus haut niveau de sécurité technique tel que le permet la règle ou la technologie actuelle. D'accord. Donc une dernière question, parce que je vois le temps qui passe et c'est vrai qu'on va essayer de pouvoir aborder tous les sujets. Il y en aura d'autres, je pense, des questions dans la salle, mais on peut demain imaginer que le DMP soit un support socle
sécuritaire, bien sûr, pour accueillir, je dirais, d'autres solutions numériques, d'autres dossiers patients, puisqu'on voit bien que des solutions se créent un petit peu partout sur le territoire, on en entend parler, il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. Comment accompagner les acteurs qui sont des acteurs de profession réglementée et à la fois permettre une innovation dans notre pays face à cette évolution sociétale majeure des supports de données de santé? Mais en fait, il y a deux choses. D'abord, on parle beaucoup d'espace numérique de santé aujourd'hui, hein, donc c'est un des points forts de la prochaine loi de santé. Et en fait, créer un espace numérique qui permette aux patients d'accéder à toutes les informations possibles dans le domaine de la santé. Et évidemment, le DMP est un des socles de cet espace numérique. Mais en fait, nous travaillons également pour que tout système d'information qui est développé autour, notamment ce qu'on appelle objet connecté, puisse aller dans le DMP et donc de façon à permettre aux patients et puis à son équipe de soins d'accéder à tout indicateur qui est digne de ce nom. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que dans le DMP apparaissent des éléments de base de données externes, en particulier les objets connectés. Merci Yvon. Je pense qu'il y aura d'autres questions vous concernant après dans la salle. Donc on accueille maintenant Madame Pascale Sauvage, qui est directrice de l'ASIP après y avoir exercé pendant une dizaine d'années. Donc l'ASIP, c'est l'Agence des systèmes d'information partagés en santé. Alors vous allez évoquer la messagerie sécurisée, puisque la messagerie sécurisée, c'est l'outil d'échange par définition. La connexion, on le rappelle, c'est outil de partage, outil d'échange, l'utilisation d'éthique en santé pour le développement des innovations. Concrètement, on va dire, alors je vous pose toutes les questions en vrac, c'est comme ça qu'on a vu ça ensemble. Une messagerie, des messageries, quand on parle d'interopérabilité aujourd'hui, on parle de quoi? Parce que c'est un vrai sujet sur le terrain. Comment on fait quand on a la mail list de MS Santé avec les médecins qui sont encore API Crypto 1? Il y a d'autres régions où les messageries sont locales mais intégrées dans l'AMS Santé. Et puis on pourra parler après également du répertoire des professionnels de santé, puisque la ZIP, c'est ça aussi. La carte CPS que nous avons, ça vient de votre structure. Ça permet une certaine manière d'identifier le bon prescripteur, parce que grâce à nos logiciels, et on en parlera tout à l'heure avec Fabrice, on peut intégrer, on peut intégrer le prescripteur grâce à ce répertoire. Comment la messagerie aujourd'hui se positionne comme acteur du bon usage et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces avancées? Alors oui, je vais vous parler de la messagerie comme un des autres services socles. Ce que je voulais rappeler, parce que vous avez rappelé que ça fait plus de 10 ans maintenant que je travaille pour l'Agence des systèmes d'information partagés de santé. Donc nous, on s'attache à déployer l'interopérabilité et la sécurité pour les systèmes d'information de santé. Et très souvent, on me pose la question, est-ce que vous pensez aux usages? Et c'est une question qui nous laisse toujours un peu perplexes, parce que quelle autre finalité pourrait-on avoir que les usages pour développer l'interopérabilité et la sécurité? Et si on nous pose cette question, c'est que la vision d'ensemble, effectivement, elle a besoin d'être clarifiée. C'est ça qui est intéressant avec le chantier numérique de Ma Santé 2022, c'est qu'il y a vraiment une volonté de poser un schéma clair de l'ensemble de ces systèmes de santé et de clarifier l'offre de services. De la clarifier sur le concept d'un État plateforme, donc un État qui crée des services socles communs, et je vais y revenir, le DMP et la messagerie sécurisée, les messageries sécurisées de santé notamment. Et autour de ce service socle vont pouvoir se greffer des services dans un ensemble homogène, dans un ensemble cohérent, pour faciliter l'appropriation et par les citoyens et par les professionnels de santé de ces services. Et donc là, on aura dans ces services deux mesures phares. L'espace numérique de santé dont vient de parler Yvon, et puis à destination des professionnels de santé, un ensemble de bouquets de services communicants. Alors tout cet ensemble, il se construit sur des services communs, des services socles, les fondations de la maison. J'ai entendu Jean-Marc Aubert aussi parler d'une maison qu'il fallait construire de manière solide. Donc là, c'est l'idée aussi, c'est les fondations, les services socles. On a une brique de partage
c'est le DMP. Et à côté, on a une brique d'échange, les messageries sécurisées de santé. Alors, vous me posez la question où on en est des messageries sécurisées de santé. Donc, évidemment, ce sont des messageries, c'est-à-dire l'ensemble des fournisseurs de services de messagerie aux professionnels de santé sont invités à respecter un ensemble d'exigences, de principes communs, d'interopérabilité et de sécurité. Et c'est ça qui va permettre aux professionnels de santé, quel que soit leur fournisseur, d'échanger entre eux des messages de manière sécurisée. Et donc, dès lors qu'ils utilisent une messagerie MS Santé, ils savent qu'ils sont en conformité avec la loi. Où est-ce qu'on en est en termes de déploiement ? Aujourd'hui, on a plus de 100 000 établissements qui sont équipés. Auprès des libéraux, on déploie les services de messagerie sécurisée de santé avec l'assurance maladie. On a environ 35% des professionnels libéraux qui sont équipés en général, plus de 50% des médecins. S'agissant des officines, on a environ 10 000 officines équipées, ce qui représente aussi 35% des pharmaciens. Voilà. Aujourd'hui, donc on est en phase on approche de la généralisation complète et on est heureux de célébrer depuis plusieurs mois maintenant plus d'1 million de messages échangés mensuellement. Est-ce qu'on arrive à envoyer facilement une pièce jointe sur une messagerie sécurisée, parce qu'on voit bien qu'on a même l'application d'une messagerie sécurisée sur son smartphone. Aujourd'hui, on a 75% des professionnels de santé qui ont un smartphone et qui l'utilisent également dans un cadre professionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, la technique permet vraiment l'ambulatoire en utilisant la messagerie sécurisée ? Oui, alors oui, il y a des pièces jointes. Et puis, vous me parliez aussi tout à l'heure d'espace de confiance. Le concept d'espace de confiance, c'est d'inviter tous les fournisseurs de services. Donc, il y a les messageries, il y a le DMP, il y a tous les services qui vont se greffer autour de l'espace numérique de santé pour les citoyens, les services à destination des professionnels. L'espace de confiance, c'est dès lors qu'on respecte tous, que tous les fournisseurs de services respectent les mêmes exigences d'interopérabilité et de sécurité, c'est-à-dire à la fois on permet au système d'échanger entre eux, mais on leur permet aussi de s'échanger des données interprétables de la même manière par les logiciels. Donc il y a le sujet de la pièce jointe, si vous voulez, mais plus globalement, l'idée, c'est d'emmener tout le monde dans un même espace, en respectant des mêmes principes, et c'est ça qui va permettre le déploiement des usages dans l'espace de confiance de la e-santé. Alors, on voit bien thème connexion et thème sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la santé, c'est rappelé par la ministre et c'est rappelé régulièrement par les acteurs, n'est pas un bien de consommation et surtout pas un bien de consommation comme les autres, mais encore moins un bien de consommation. Et que si parfois les choses sont un peu lentes, parce qu'on a le sentiment que ça ne va jamais assez vite quand on veut agir, c'est bien parce qu'il y a une règle, il y a un cahier des charges, il y a une contrainte qui est très importante à un niveau de sécurisation majeur dans l'intérêt du patient. Merci Pascal Sauvage. Alors, on a vu deux effecteurs, deux acteurs de production d'outils. On en a un troisième qui est indispensable, je dirais, à nos exercices quotidiens, c'est le logiciel métier. Alors, pour parler du logiciel métier, nous accueillons Francis Mambrini. Donc, Francis, vous êtes vice-président du groupe CGM et vous êtes président de la FEMA, qui regroupe 300 000 professionnels de santé et vous avez 70% de part de marché. Donc, en préparation de cette table ronde, quand on a parlé connexion, il y a deux mots qui sont venus très rapidement dans votre discours, c'était confiance et compatibilité. Vous avez parlé d'intégration et de la connexion comme la relation avec le patient. Alors j'ai quelques questions pour vous aussi, on va rester très pratico-pratique parce que je pense que c'est ce qui est attendu dans la salle. Comment on va rendre un logiciel efficace, opérationnel, ergonomique dans le bon usage du médicament, en monopro, mais en interpro aussi? Alors, vaste question que celle de la confiance et de l'alchimie qu'il convient de mettre en place pour y répondre. Alors, certains aspects ont été évoqués sous l'angle sécuritaire, normatif, etc. Nous, la réalité qui nous porte
c'est celle de la pertinence des services que l'on apporte aux professionnels de santé et qui doivent implémenter finalement ces éléments-là de confiance, puisque vous avez souligné que c'était un sujet qui me tenait à cœur, de sorte que ça se passe de la manière la plus transparente possible, la moins contraignante. Et on s'aperçoit que bien souvent, ce n'est pas forcément toujours évident parce qu'on a un cadre, si vous voulez, de régulation et de normalisation qui parfois peut paraître comme limitatif dans l'usage des services que l'on propose. Bien qu'on s'efforce de rendre cela de la manière la plus fluide, la plus transparente possible, la moins contraignante finalement dans le cadre de la pratique des services numériques qui, je vous le rappelle quand même, s'exerce dans un champ qui est extrêmement contraint. Le temps d'une consultation, vous le savez par exemple, il est plutôt relativement limité et il nous amène à proposer une gamme de services numériques dans ce cadre temporel qui est extrêmement contraint. Et quand parfois on essaie de proposer des solutions qui apportent une réelle valeur d'usage, eh bien on s'aperçoit qu'on a encore des axes de progrès dont on parle, que l'on met régulièrement en avant, de sorte qu'effectivement on puisse franchir un certain nombre de barrières par rapport au champ de normalisation qui nous est proposé pour nous laisser davantage de liberté. Sur le champ particulier qui est celui de la prescription du médicament, et sur lequel d'ailleurs nous avions déjà évoqué l'année dernière les travaux que nous menions, de sorte qu'on amène des outils de prescription qui se placent dans une pratique, je dirais, la plus courante, la plus naturelle possible, en faisant appel à des référentiels de connaissances qui permettent de contribuer aux objectifs d'amélioration de l'acte de prescription, de détection des risques iatrogéniques, etc. Sur ce plan-là, je voulais vous rassurer d'ailleurs, parce que eu égard à un certain nombre de dispositions réglementaires, notamment celles qui émanent de la Cour de justice européenne, on a craint, fut un temps, eu égard à l'accrochage nouveau des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation en tant que dispositifs médicaux, que le cadre que j'estime, moi, tout à fait vertueux, qui était celui de la certification des logiciels métiers à l'appui d'un référentiel porté par l'Haute Autorité de Santé, nous poursuivons nos travaux et notre engagement parce que nous considérons qu'il y a là un contexte parfaitement vertueux qui porte au-delà des exigences réglementaires de l'Europe, qui porte au fond sur les processus qualité industriels, qui lui porte une véritable connotation métier, qui est celle que l'on attend dans les usages des services que l'on propose. Alors, on a évoqué ce matin la e-santé. On n'a pas évoqué la e-carte vitale, mais on aurait pu. Et on a évoqué, Nicolas Revel l'a rappelé, le chantier de la e-ordonnance. Alors là, vous êtes tous les trois très concernés. On en est tout d'un point de vue des éditeurs de logiciels sur la conception future de la pratique et de la e-prescription et de la e-réception de l'ordonnance, c'est-à-dire le schéma de l'aller de retour qui a été évoqué par Nicolas Revel dans le bon usage et dans l'accompagnement du patient. Vous avez évoqué deux sujets, la e-carte vitale et puis la e-prescription. Sur la e-carte vitale, c'est un sujet qui est porté techniquement dans une logique aujourd'hui qui est celle d'une expérimentation. Le portage en est assuré sous la responsabilité de l'assurance maladie par le GIE Sésame Vital. Donc un certain nombre d'éditeurs de la FEMA sont d'ores et déjà embarqués dans l'implémentation des services de dématérialisation de la carte vitale. C'est ça, la e-carte vitale. Donc c'est un service de simplificateur, respectueux des contraintes sécuritaires, mais en même temps extrêmement simplificateur par rapport à l'usage d'une carte qui est, vous le savez tous, extrêmement contraignant du fait qu'il y a l'insertion d'une carte dans un boîtier, parfois dans des contextes qui ne sont pas des plus ergonomiques possibles. Donc ça, c'est un objectif de simplification finalement et du coup de développement d'usages innovants derrière cette approche de simplification. Sur la dématérialisation de la prescription, c'est un sujet sur lequel on se penche tous ensemble d'ailleurs depuis pas mal de temps maintenant. Je crois qu'on a plutôt aujourd'hui une vision assez positive des choses, en ce sens que nous sommes sortis, si j'ai bonne mémoire, Yvan, je crois que c'est en fin d'année dernière, de la phase première d'expérimentation, qui visait déjà à poser des sujets absolument fondamentaux, qui étaient celui de la dématérialisation des données, quel que soit le modèle finalement destinataire de ces données. Donc c'est un sujet qui est complètement traité. Et là, nous nous apprêtons à démarrer la deuxième phase, qui est celle d'une dématérialisation jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne passe plus par un fameux QR code qui était posé sur l'ordonnance, mais par l'envoi, comme le rappelait ce matin Nicolas Revel, de toutes les données sur un serveur et dans une logique de partage entre le prescripteur et le dispensateur. Une dernière question très très rapide pour la réponse avant d'écouter Eudes Ménager.
le DMP, on a vu que les documents apparaissaient, il y aura besoin d'un tri. Quand on est sur notre logiciel métier, en dispensant une ordonnance, on est capable très vite d'aller repérer, parce qu'on a déjà des méthodologies de triage. Est-ce que les éditeurs ont intégré la possibilité, c'est peut-être très technique ce que je vais poser comme question, mais d'aller chercher les infos du DMP pour les intégrer dans le logiciel métier, et du pharmacien et du médecin? Parce qu'au final, c'est ça. Si on n'est pas en capacité d'avoir une ergonomie dans nos outils, ça ne servira pas. Alors la réponse est oui, mais néanmoins, cette première réponse que nous avons portée, on la considère, je pense, fort légitimement comme étant extrêmement perfectible. Parce que le constat qu'on a fait, c'est bien qu'en intégrant dans l'environnement de travail quotidien du professionnel de santé toutes les fonctions qui lui permettent d'alimenter automatiquement un document dans cet espace national, d'aller chercher des informations dans cet espace national, c'est que la structuration du DMP n'était pas forcément dans son approche première tout à fait idéale pour aller chercher de manière pertinente des informations précises. Je veux tel type d'événement sur telle échelle de temps, etc. Et puis qu'également la partie présentation qui était perçue dans un cadre technique assez contraignant, eu égard aux normes finalement sur lesquelles le DMP était construit, tout ça doit évoluer. Ça tombe bien que vous me posiez cette question, puisque nous avons identifié conjointement des axes d'amélioration qui vont permettre de traiter à la fois de la structuration des informations qui définissent le contenu, donc celles qui partent des données de vie réelles qui sont traitées dans les outils des professionnels à des fins d'alimentation du DMP, et puis ensuite tout qui permettent d'aller optimiser les fonctions de recherche dans le DMP. Donc on avait une dernière réunion qui validait un petit peu le cadre de préparation. Le premier atelier de travail que l'on ouvre avec l'assurance maladie, je ne dévoile pas trop de secrets, je crois, Yvon, a lieu le 8 avril prochain, justement pour nous pencher ensemble sur ces questions-là. Il fallait qu'on en parle alors. Merci, merci Francis. Alors notre dernier intervenant, Eudes Ménager. Alors Eudes, tu es médecin, tu as exercé pendant 14 ans à la PHP. Aujourd'hui, tu es président du CMNFIS, voilà, le club médical numérique francophone de l'innovation en santé, et surtout tu es responsable de l'innovation médicale et digitale à la Fondation Rothschild. Alors tu es investi depuis de nombreuses années à la fois dans la prise en charge des patients chroniques, mais aigus aussi, puisque tu as énormément travaillé dans le cadre de l'AVC. Donc je dirais que les attentes dans le lien avec les autres acteurs autour du patient, ces attentes sont très fortes. Alors, les questions que je souhaiterais te poser sont toutes simples. Qu'est-ce qu'un médecin attend du développement de ces outils? Est-ce qu'il y a, dans la deuxième et même question qui pourrait se rapprocher, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'un millefeuille dans ces outils-là, et comment s'y retrouver dans cette interopérabilité que tu attends de ces outils? Alors, merci de m'avoir invité et d'avoir la chance de parler avec cette table ronde. Donc, ce qui est important effectivement de comprendre, c'est qu'il y a différentes vitesses aujourd'hui dans notre écosystème. Effectivement, la technique, ça met un peu de temps, surtout pour sécuriser, poser la confiance, favoriser justement interopérabilité, notamment par exemple dans tout ce qui est effectivement mailing, donc sécurisé, et puis d'amener aussi les professionnels qui ont des attentes particulières. Ils sont toujours effectivement, en France en tout cas, dans une certaine opposition, on va dire de base, à l'arrivée d'innovation, et souhaitent effectivement que ça avance plus vite en même temps. Donc il y a une dualité où il faut effectivement ramener les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'effectivement c'est pas facile à un niveau de l'État donc d'avoir une homogénéité de solutions qui rendent service à tous. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'acteurs dans la santé numérique, et donc c'est difficile de savoir effectivement qu'est-ce qui est pertinent et ne l'est pas en termes d'outils, et il y a effectivement les usages de chacun. Chaque professionnel de santé a ses propres usages professionnels et ses usages personnels, parce qu'effectivement tu parlais du smartphone, et aujourd'hui l'un des usages
d'un hospitalier, par exemple, n'est pas le même qu'un médecin généraliste, mais un hospitalier, effectivement, utilise le maximum de temps son smartphone, parfois dans l'illégalité. J'en étais le premier, hein, donc, puisque, il faut le dire, grosso modo, quand on demande un avis, voilà, on prend une photo et, voilà, et on l'envoie. Ça se fait encore, évidemment, de façon courante, parce que les outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas des outils qui sont ce qu'on appelle user-friendly, excusez-moi un peu d'anglais, dans le sens où ils sont faciles d'utilisation, rapides et ergonomiques, utilisables donc, quand j'en ai besoin. Donc on est toujours dans la vitesse, effectivement, vous le savez, on est aussi dans une démographie où les professionnels sont de moins en moins nombreux, et donc on nous demande plus avec moins, et il faut essayer effectivement donc d'allier tout ça. Alors donc le principe, c'est effectivement donc avoir une réflexion avec les professionnels de santé, ce qui n'est pas facile parce que les professionnels de santé ne donnent pas forcément du temps pour pouvoir travailler avec les éditeurs de logiciels, pour vraiment se caler sur leur usage et leurs besoins réels en consultation ou à l'hôpital. Tu es en train de nous dire que ce serait bien qu'il y ait aussi une éducation à l'utilisation de ces outils, une éducation pour les professionnels et une éducation, une formation pour les patients aussi? Alors effectivement, il y a deux usagers, il y a le professionnel et il y a le patient, enfin le concitoyen qui est potentiellement patient. Peut-être qu'on y reviendra juste après. Le professionnel, effectivement, déjà, il n'est pas au fait de ce qui se passe. Parfois, il n'est pas informatisé. Dans certains cabinets de médecine de ville, il y en a qui ne sont pas informatisés, déjà pour commencer. Et ceux qui le sont, eh bien, sont sur des vieux logiciels, ils ne veulent pas changer parce qu'ils sont habitués. Donc il y a le problème du changement, les habitudes. Et les habitudes ont la vie dure, donc, et les habitudes peuvent tuer. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent améliorer la prise en charge, mais le temps de changement, c'est compliqué. Et on sait très bien, donc, et ça c'est démontré sur un certain nombre de projets de ces 10 dernières années, même en télémédecine, que si on ne prend pas en compte l'accompagnement, le compagnonnage donc, dans le changement, c'est de la ressource humaine, eh bien, les professionnels ne vont pas y aller spontanément. Donc il faut qu'il y ait des formations, mais pas des formations, comme on le disait tout à l'heure, effectivement, ça a été soulevé, trop académiques, mais vraiment pratiques, où effectivement on met les mains dans le cambouis, on amène effectivement les professionnels à être inclusifs dans les outils. C'est-à-dire quand ils sortent de la formation, ils savent utiliser l'outil et ils peuvent se mettre au travail. Donc ça, c'est important de considérer ce type de formation qui sont effectivement pas des formations qui sont toujours bien encore acceptées dans les validations de DPC, parce qu'on est encore dans une approche académique. Et il faut, je pense, évoluer vers ça pour faciliter l'inclusion. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, c'est prendre en compte que l'usage, effectivement, donc, du praticien ou de l'infirmier, eh bien, aujourd'hui, il a évolué. Et il doit effectivement répondre à l'interprofessionnalité. On en a parlé plusieurs fois. Et l'interprofessionnalité, effectivement, c'est partager l'information. Mais parfois, c'est aussi, on va dire, le numérique pose des freins d'interprofessionnalisation et de communication. C'est-à-dire que les professionnels de santé de ville, aujourd'hui, ont du mal à répondre au téléphone, si bien qu'effectivement, les solutions de rendez-vous en ligne apportent évidemment des services intéressants pour les patients, pour certains professionnels, mais en même temps, il est difficile maintenant de joindre un professionnel en direct, donc quand on a besoin de son avis ou quand on a besoin de joindre le médecin traitant. D'accord. Alors en fait, coordination, coopération, connexion, information et formation, ça sera en gros la conclusion de cette table ronde. Merci beaucoup en tout cas de vos interventions, c'était très intéressant. Y a-t-il des questions dans la salle ? Merci à toi, Sophie, d'avoir su véritablement partager la parole et la structurer. C'était tout à fait fascinant de vous entendre, Madame, Messieurs. On posait une question concrète au début, d'ailleurs, de ce colloque ce matin. On disait, au fond, un patient qui rentre dans une officine, qui va voir le pharmacien d'officine, aujourd'hui, il peut avoir sur son ordonnance un médicament qui est métabolisé par le rein. Donc, si j'ai bien suivi, monsieur, le pharmacien d'officine, en ayant accès au DMP, va regarder la clearance de la créatinine, va potentiellement se rendre compte que ce n'est pas la bonne posologie. Grâce à la messagerie sécurisée, il va pouvoir interroger le médecin qui lui répondra sur le champ. Il y a un trou dans la raquette qu'on n'avait pas et qui reste pour le collectif à un sujet à chaque fois, hein, c'est l'automédication. C'est l'accès direct, l'OTC, enfin peu importe le nom. Et je me demandais, pour
parfaire ce portrait un peu conclusif, si la carte vitale n'allait pas être la réponse à ça, au fond, parce qu'on peut imaginer que dans son smartphone, le patient qui vient à l'officine, qui vient chercher un médicament d'automédication, il pourra donner comme ça accès directement au DPC, parce qu'il n'a pas toujours sa carte vitale sur lui. Enfin voilà. Bon, c'est un panorama, c'est très concret, Sophie, comme tu le disais, ce dont tu as parlé, cette table ronde. C'est fondamental, et Merci. ce sont 3 acteurs de la pratique quotidienne des professionnels de santé. Et je pense que vous nous avez entendu aujourd'hui évoquer nos besoins, et enfin, il est un effecteur. Vous êtes les acteurs du service qui permettent aux acteurs de terrain de pouvoir travailler et continuer à travailler ensemble dans le bon usage du médicament. C'est ça l'avenir. Formidable.